Cette année, les théâtrales ont investi le Coda Art Center à Port-Louis fin mai, début juin 2019. 4 spectacles proposés par Pascal Legros. Des pointures de la scène parisienne sont ainsi venues clore plusieurs saisons de spectacles à succès. Isabelle Mergo et Gérard Jugnot, le duo de la raison d'aimer. Les frères Cadez, pianistes, clowns, acteurs amoureux de la musique classique, ont joué les virtuoses, 800 représentations, et ils ne s'en lassent pas. Nous avons rencontré ces duos au Royal Palm. On a toujours un vrai plaisir à remonter sur scène, sachant qu'on essaie de toujours faire en sorte que c'est toujours la première fois qu'on revient sur scène. Donc cette sensation de liberté qu'on a à chaque fois qu'on redécouvre un nouveau public, surtout qu'ici c'est la première fois qu'on joue à l'île Maurice, c'est un vrai bonheur. On arrive à se renouveler comme ça ? Oui, on se renouvelle et puis nous on a envie aussi de se renouveler, c'est-à-dire que notre spectacle est sans parole, il n'y a pas un seul mot qui est prononcé, tout n'est que dans la musique, dans l'image, dans le visuel. Et donc c'est assez facile de changer parce qu'il n'y a pas de, comme il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de, voilà, on peut facilement changer, intervertir. Et là pour l'île Maurice justement, on est en train de travailler sur le piano du Royal Palm, une nouvelle petite scène où on va mélanger des musiques créoles avec des musiques classiques. Enfin voilà, c'est l'occasion et on profite de cette liberté-là à fond. Ouais. Vous le présentez comme un spectacle universel, mais on sent quand même que c'est très personnel puisque ça raconte votre univers qui est le piano et ça mêle la magie dans laquelle vous baignez depuis 3 ou plusieurs générations. Il y a beaucoup une part d'enfance aussi, il y a des références au cinéma. La musique, elle est très variée, ça prend du Chopin pour finir à du Chuck Berry. Quelle est la part de vous et la part d'universel ? Je crois que la part de nous, c'est beaucoup dans cette rencontre polémique entre deux pianistes. Nous, dans la vie, on est frères et sur scène, on est frères ennemis. C'est-à-dire que sur scène, on se bataille le piano. Et je pense que dans cette dualité-là, c'est aussi une dualité d'enfance. On se bagarre avec son frère, on grandit, on se dispute l'attention des parents, on se dispute un instrument, on se dispute... c'est un peu tout ça. Donc je pense que ce qui est très personnel est aussi très universel par nature. Voilà, l'infiniment petit dans l'infiniment grand, c'est un peu la même idée, quoi. Et donc on profite voilà, de ce côté universel pour aller à la rencontre de publics très différents, très variés, des enfants, des gens de théâtre, des gens d'opéra. On joue dans plein de types de salles, dans pas mal de pays différents, et ça fonctionne toujours. L'universalité qu'on a justement dans la musique, on essaie de la mettre en scène avec la magie sur scène. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va jouer l'Aquarium de Camille Saint-Saëns et on va se retrouver littéralement dans des bulles et dans l'eau, dans les profondeurs de l'océan. À un moment donné, une tempête de Zarathustra, et tout s'envole, le décor part. Donc voilà, on essaie de mettre en scène et mettre en image la musique qui, logiquement, est quelque chose de sensoriel, on a des images qui viennent à l'esprit. On essaie de les rendre visibles. Frères dans la vie, frères ennemis sur scène, c'est pas si évident que ça d'accepter de partager l'affiche et il faut être généreux en même temps et pas trop égoïste. Comment vous négociez ça au quotidien et sur scène ? Au quotidien, on se complète plutôt bien, même très bien. Donc du coup, on se dispute pas l'affiche. On est assez d'accord, contrairement à nos personnages qui se chamaillent tout le temps. Alors forcément, on reste frères, mais on a la chance de se compléter vraiment très bien dans la vraie vie. Ouais, il y a comme tu disais, cette dualité-là. De toute façon, les virtuoses, ils n'existent que par notre rencontre. Et puis celle aussi, on a un troisième frère qui est magicien, qui donc, son travail infuse aussi notre travail avec les virtuoses. Et ça n'existe que par cette rencontre-là. Donc voilà, par essence, en fait, c'est quelque chose que l'on partage. Même si c'est sûr qu'entre nous deux, il y en a un qui a vraiment beaucoup de talent au piano. On dira pas lequel. Mais, voilà. Non, mais c'est voilà, c'est quelque chose qu'on partage et qui se passe très naturellement.
Et pour l'avoir joué autant de fois, 800 fois en 5-6 ans, dans autant de pays, ça prouve que la musique classique, finalement, c'est pas aussi vieux que ça. Ah non. Ah oui, ça prouve complètement ça, c'est-à-dire que de quelque chose qui peut encore, même si ça change, mais qui peut encore avoir une image un peu austère et un peu exclusive, on se rend compte qu'en fait, la musique classique parle à tous, même si on connaît pas les codes, on n'a pas besoin du tout de savoir connaître des codes ou de connaître. C'est quelque chose qui est divin, enfin pour moi, qui est tellement beau, tellement. Et donc je crois fermement qu'on peut tous, quel que soit l'âge, la culture, notre pays, on peut tous ressentir de l'émotion en écoutant Chopin, on peut tous frissonner en écoutant du Ravel, on peut tous entrer dans une forme de méditation en écoutant du Bach, voilà, avec des mots, avec des sensations différentes, mais je crois vraiment que c'est la puissance de la musique en général, mais la musique classique, elle a pour moi cette couleur qui est encore plus universelle, encore plus qui relie vraiment, je pense, parce qu'elle a elle a tellement été brassée, elle est tellement venue de pays, alors évidemment beaucoup européens, mais encore une fois, elle a été influencée par, dans le XXe siècle, les compositeurs comme Ravel, etc., ont été influencés par les découvertes aussi de d'autres pays du monde. Et voilà, c'est quelque chose qui reste très très fort et qui est vecteur de vivre ensemble, de partage. Et voilà, ça c'est vrai, ouais. La comédie, le côté clown, c'est, comme on le disait, c'est une forme. C'est une forme. Le fond, c'est quand même des pianistes qui jouent du piano, qui se disputent sur le piano. Et on a utilisé la forme de la comédie pour faire passer cette histoire, ce drame. Et donc, la clownerie permet de donner du rire. Et le rire qui est pour nous une des émotions les plus belles qui soit, parce que c'est spontané, c'est-à-dire que c'est pas intellectuel, c'est pas de, voilà, c'est juste on rit ou on rit pas. Il y a pas de, soit c'est drôle, soit c'est pas drôle, mais il y a pas d'entre-deux. Donc c'est quelque chose d'hyper spontané. Et une fois qu'on rit, il y a un truc qui se détend et on peut aller vers quelque chose de l'émotion, puis peut-être encore mieux écouter cette musique-là. Plus en profondeur. Ça donne du rythme aussi. Parce que l'air de rien, il faut tenir le public en haleine pendant 1h20 sans jamais prononcer un seul mot. Donc la situation, la chute, permet de donner du rythme. Et tout ça, c'est pas juste pour faire rire. C'est-à-dire que le clown, il n'est pas juste là pour faire rire, il fait rire pour raconter quelque chose. Et ça, nous, on fait rire pour raconter quelque chose, pour raconter une histoire de la musique. Au final, est-ce qu'on peut envisager, vous avez sans doute des idées qui viennent à l'appel à chaque fois que vous entendez des notes, mais est-ce qu'on peut envisager une continuation de ce spectacle, une suite avec d'autres musiques et d'autres tours de magie ?
Complètement, on est en perpétuelle recherche de musique, d'idées. Et le spectacle, en fait, c'est vraiment du spectacle vivant parce qu'il est toujours remis en question et on réinterroge des scènes. Et donc, en fait, au fil du temps, le spectacle se modifie, se reprend une nouvelle forme. Donc, c'est vraiment un spectacle vivant pour le coup. La raison d'aimer a été écrit par Isabelle Mergo. L'auteur joue aussi le subconscient d'Aimé, qui a épousé une jeune femme. La raison lui donne ainsi des conseils. Vous êtes devenu enfin raisonnable pour venir jouer à Maurice avec la pièce La raison d'aimer. On l'attendait l'an dernier, maintenant le projet se fait. Ça permet aussi de conclure une très belle tournée. Vous l'avez joué plus de 300 fois. Vous êtes content d'être chez nous, j'imagine? Oui, écoutez, vous avez vu, c'est quand même pas si mal. C'est mieux qu'un coup de pied au cul d'être ici. C'est très agréable d'être accueilli très bien. Et puis je crois que le théâtre Le Codon, qui est un nouveau théâtre, tout neuf et de très belle qualité, donc on est très très content de venir ici. C'est la raison qui apparaît au lieu de rester dans la tête, parce que comme il ne m'écoute plus, il n'écoute que son cœur, j'ai voulu me matérialiser pour le regarder droit dans les yeux et lui dire: ce que tu fais, tu perds la tête là. Si tu es amoureux d'une fille qui ne t'aime pas, qui n'en veut qu'à ton argent. Ce qui m'a motivé d'écrire cette pièce, c'est le désir de faire rire avec un sujet qui est finalement pas si drôle que ça, le cœur et la raison. D'ailleurs, de temps en temps, je me dis, ce serait intéressant de faire jouer une pièce comme ça qui a fait rire énormément par des grands dramaturges. Mais franchement, ça m'exciterait, voir ce que ça donne. Parce que, on pourrait pleurer. On pourrait pleurer beaucoup plus. Déjà, là, on a un petit peu. Il y a des moments un peu tendres, il y a un moment un petit peu tendre où les gens sont très émus. Mais moi, c'est quelque chose qui m'exciterait bien d'ailleurs par rapport à la comédie, de faire jouer un texte. Nous, on est des comiques, donc moi, vous me donnez Phèdre, tout le monde va rire. Mais j'aimerais bien faire ça comme expérience. Hein, ce serait rigolo. Hein. Il faudrait modifier un tout petit peu, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, la frontière entre le drame et la comédie, elle est très ténue. Hein. La comédie, je dis toujours, c'est du drame qui s'arrête à temps. Ça repose toujours sur du drame, la comédie. On rit que du drame, on ne rit que des malheurs, que de la misère, que pour s'en libérer, pour s'en guérir. Hein. Je crois que c'est Aristophane qui disait que le rire était un médicament, c'est un soin palliatif. Cette pièce a été écrite avec vous en tête, en fait. Vous avez déjà collaboré avant sur plusieurs projets. Lorsque on vous l'a présenté, vous vous dites ça, c'est un rôle vraiment pour moi, je vais la mettre en scène. Comment ça s'est fait? Non, d'abord, Isabelle a des idées tous les 5 minutes, donc elle pourrait écrire 40 pièces par mois. Et elle m'a proposé une première pièce que je trouvais intéressante dans le pitch, puis après, je n'étais pas convaincu par le développement. D'ailleurs, elle est en train de la réécrire et ça va être sûrement une pièce formidable. Et puis elle me dit, tiens, j'ai aussi cette idée, elle avait écrit la moitié. Et je dis, alors ça c'est intéressant, il y a un beau personnage, et c'est un personnage qui va faire rire parce qu'il est à la fois ridicule et en même temps touchant, il peut être fou, il y a vraiment de quoi faire. Je me suis tout de suite imaginé là-dedans, en sachant que je pouvais être à la fois vrai, sincère, fou, drôle, burlesque, clownesque et tendre. Et ça, elle fait ça très très bien. Et puis
c'est la première fois qu'on jouait ensemble, même si on se connaît depuis longtemps. Et cette dualité entre la raison et le cœur, c'était assez marrant parce qu'on s'engueule beaucoup pendant la pièce. Et c'est... Mais on est très complémentaires. On n'a pas la même façon de faire rire, le même registre. On se respecte complètement. Ce qui n'est pas toujours le cas quand vous réunissez deux puissances comiques, enfin deux personnes qui ont un sens comique. Parfois, il y en a un qui veut de toute force faire rire davantage, etc. C'est compliqué de réunir des mêmes... Ce qu'on appelle le tirage de couverture. Voilà, on tire la couverture. Ça, c'est insupportable au théâtre. Quand là, il n'y a pas ça. Quand il y a un partenaire qui veut absolument tirer la couverture, faire des effets dans votre dos, ou qui est jaloux des effets que vous faites, ou que l'autre fait, ça, c'est insupportable. Et avec Isabelle, il n'y a pas... un duo complètement... Et avec les autres acteurs aussi, il n'y a pas... Oui. Que ce soit avec Philippe Beglia ou avec Anne-Sophie Germanas, personne ne se marche dessus, il y a un respect. Et ça, c'est une harmonie très importante. Même si parfois, en tournée, des fois, on n'est pas toujours d'accord sur plein de trucs, mais sur scène, on est d'accord à 100%. Oui, ça, c'est formidable. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me la posais aussi, la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, ce qui est bien, c'est que l'amour triomphe quand même. Et puis, c'est sûr que, moi, j'ai une femme beaucoup plus jeune que moi et je suis très heureux, elle est très heureuse. Et c'est pas suspect. Ça, c'est très marrant, cette histoire regardez le problème qu'on a avec notre président et sa femme qui est plus âgée que lui, ça fait jaser énormément. Alors que dans l'autre sens, ça ne ferait pas jaser. Et oui. C'est insupportable de mettre en cause l'amour et la sincérité des êtres. Mais parfois, ça ne l'est pas. Mais je pense que ce n'est pas uniquement l'âge, c'est aussi la situation sociale. Parce que moi, je connais des gens de 30 ans qui ont épousé des femmes. On sait très bien qu'elles l'ont épousé pour oui. son argent, parce qu'il a hérité ou parce qu'il est très riche. Bon, après l'amour, c'est autre chose. C'était trop longue cette douche, tu m'as manqué. À nous. Est-ce que ce rôle aurait pu être l'inverse en fait? Ça aurait pu être une femme très riche et c'est l'homme qui est la raison? Oui, complètement, mais ça aurait été déjà, quand vous mettez une femme de 60 ans avec un homme de 30 ans, c'est un sujet en soi, c'est-à-dire que c'est une vieille avec un jeune. Alors, c'est ça la grosse injustice. Alors que quand vous avez quand vous êtes dans le cinéma, par exemple, vous avez beaucoup d'acteurs, et ça passe comme une lettre à la poste, qui ont 20 ans de plus que leur partenaire. Le casting, il est fait comme ça. Et c'est quelque chose qui est plus admis. C'est admis. L'inverse, on vous traite de cougar, tout de suite c'est suspect. Si une femme de 60 ans est avec un mec de 30 ans, c'est que, alors ça c'est sûr que c'est parce qu'elle a du fric. Mais c'est très suspect. D'ailleurs, vous en voyez pas, et c'est la grande injustice, quoi. Voilà, les hommes sont attirés par la fraîcheur, c'est normal. Les femmes aussi, c'est pour ça que... Oui, et puis les hommes sont plus attirés par le physique, par l'aspect. Les femmes sont plus raisonnables, elles pensent... Elles sont plus maternelles, plus infirmières. Oui, et puis elles voient... Moi, j'ai la chance d'avoir eu des aventures avec des femmes jolies, alors je ne le suis pas. Donc l'inverse n'aurait peut-être pas été vrai, parce que nous, si j'avais été aussi difficile qu'elle, au moins, j'aurais pas eu ces vies-là. Donc c'est vrai que c'est un petit peu... C'est salaud d'ailleurs, parce que quand on dit, à part quelques personnes comme Isabelle qui restent jeunes, on dit beaucoup d'un homme, un vieil homme qui a beaucoup de charme, très buriné. On ne dit pas une belle femme très burinée. Oui, mais même en plus, il y a des hommes vieillissants qui sont devenus... Par exemple, je pense à Darmon. Quand il avait 55 ans, il était 10 fois plus beau que quand il avait 30 ans. Une femme, c'est rare. Hein. C'est rare qu'une femme à 55 ans soit plus belle que quand elle en avait 30. Ça peut arriver. Mais on dit d'elle, c'est une belle femme, on dit pas... On dit qu'elle est bien conservée. On dit oui, c'est ça. Alors qu'un homme a bien vieilli. Ouais, c'est horrible. Ça, c'est injuste. Franchement, je me préfère maintenant qu'à 30 ans. Mais bon, après bon. Vous avez bien vieilli. Voilà.
Vous avez eu des réactions de la part, je ne sais pas, des féministes ou des choses comme ça non? Non, c'est du divertissement. C'est du divertissement. Même si la pièce est un petit peu misogyne, quand même. Bah, elle est complètement misogyne. Mais D'ailleurs, bon, les femmes sont plus misogynes que les hommes, souvent. c'est. Non, je sais pas. En tout cas, je ne l'ai pas su. Hein. Non, les féministes sont plus intelligentes que ça. C'est bien. Alors, ce partenariat qu'il y a entre vous deux, c'est un bonheur, j'imagine, que de le concrétiser depuis un moment maintenant sur la scène. Vous allez continuer à travailler ensemble, vous avez consolidé une belle amitié personnelle et professionnelle. Moi, je pense qu'il y a des expériences qui sont à vivre et qui sont uniques et qui sont absolument formidables dans ce côté unique. Maintenant, il sait encore mieux qu'avant comment j'écris, comment je travaille. Moi, je le connais encore mieux qu'avant. Et ce ne serait pas impossible, non pas que je rejoue, parce que je crois que c'est pas bien de refaire des duos. Là, ce qui a bien marché, c'est aussi que c'était assez curieux de voir Mergo Gignot. C'est pas bien de refaire toujours parce que ça fait recette. En revanche, moi, je serais tout à fait ravie d'écrire pour Gérard, qui est absolument inspirant. Parce qu'il a une fourchette, une palette de comédie très intéressante, quoi. Et donc, oui, moi, en tout cas, je pourrais réécrire avec lui, pour lui, sans problème. Ça pourrait donner un film éventuellement, ça pourrait être développé comme ça? Ça pourrait, mais je trouve que l'objet est un objet assez théâtral et justement les choses un peu magiques qu'il y a, elles doivent rester théâtrales. Par exemple, vous voyez, il y a un moment, on est à Venise, il y a une gondole, mais c'est un petit moteur ou c'est un mec qui pousse. C'est ça qui est drôle, c'est le décalage. On serait à Venise, il y aurait une vraie gondole, ça épaterait personne, quoi. Donc il y a une transposition, mais par contre le thème, la raison et le cœur pourrait être très intéressante, mais pour l'instant il n'y a pas eu de non, et puis moi en tout cas j'aime pas décliner les choses, quoi. Ça a été donné, voilà, on va pas étendre, en faire un film et puis non, mais pourquoi pas, parce que le Père Noël c'était une pièce, le dîner de con c'est une pièce, ça a été bon, c'est presque du tas de films, et là ce qu'il faudrait c'est vraiment reprendre le thème, le mécanisme et puis transformer profondément le truc. Ça serait intéressant. Pour répondre à la question à laquelle je n'ai pas répondu parce que j'étais dérangé par le téléphone, moi je serais ravi de rejouer une pièce qu'Isabelle a écrite. C'est vrai qu'ensemble peut-être qu'on a fait le tour là pour l'instant, mais non, puis c'était ça qui était exactement. rigolo. On revoit pas les duos généralement qui se sont faits au théâtre. Ça après le Paul à Paco, mais oui, non, c'est pas. Il faut trouver aussi, et puis c'est aussi agréable de changer de partenaire parce bien que. Sûr. Mais l'écriture d'Isabelle, je l'adore. Je trouve qu'elle a un sens du dialogue, de la situation, de la dramaturgie, même si sa pièce comme ça peut paraître un peu, comme on dit en France, foutraque, mais tout est très très pensé, très très chiadé, et puis tout le temps, elle est, tous les soirs, elle dit tiens, j'ai pensé qu'il faudrait faire ça, que tiens, cet effet-là, rappelons-nous. Moi j'ai fait la mise en place, la mise en espace, avec des trouvailles un petit peu pour faire passer tous les changements de décor, de costumes, tout ça. Mais la direction d'acteur, ça s'est fait ensemble, qu'on a travaillé. Non, vraiment. mais ce que Gérard dit, c'est qu'en fait, il le dit souvent, c'est que la direction d'acteur se fait au casting. Si vous faites un bon casting, vous avez choisi la personne qui rentre dans le personnage, à part de temps en temps lui dire fais-le un peu plus, puis tu rentres à droite, ça y est, le casting, la direction d'acteur, elle est quasiment faite, quoi. Hein, c'est ce que tu dis, je reprends ce que tu dis. Oui, et puis c'est vrai que là, vous voyez, c'est nous deux qui jouons ça. Si c'était d'autres acteurs, comme tu disais, ça serait autre chose. Philippe Beglia, qui a un sens vraiment du burlesque, qui a donné à hauteur quelque chose de très, très drôle. À aucun moment on a peur pour moi. Et Anne-Sophie, qui est très mignonne comme ça, qui a une espèce de chose un peu piquante. Si c'était d'autres acteurs, ça ferait des choses différentes. Si on avait un tueur franchement plus dangereux, on aurait plus peur, on rirait peut-être moins, et si on avait une fille plus burlesque, la fin serait peut-être moins touchante. Vous voyez, tout ça, et puis si c'était pas elle, ce serait, vous savez, après,
Quand on jouait au Splendide, on changeait beaucoup nos rôles, on interchangeait. Et c'était assez amusant, quoi. Sauf qu'on avait tous des vices comica. Mais je me souviens d'un truc quand même. Quand on jouait, Papy fait de la résistance, moi je faisais Ramirez, je ne sais pas si vous avez vu le film, qui était une sorte de nazi. J'arrivais en hurlant à Hitler, tout ça, et les gens riaient beaucoup. Et j'ai été remplacé par Philippe Bruno, qui était un acteur de bonne qualité, mais qui avait moins de sens du burlesque, et il glaçait la salle quand il arrivait en Asie. Donc ça fait peur, parce que moi en Asie, je fais rire tout le monde, donc Oui. il faut faire attention un peu du rire qu'on provoque. Sauf que là, on savait très bien que c'était une manière de se moquer. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des fibres. Moi, je me souviens de Coluche, la première fois que je l'ai vu, je voyais que lui, et il me faisait rire énormément, alors que c'est rare de faire rire tout de suite. Il faut souvent habituer les gens. Vous avez une forme d'humour, de rire, de comique qui diffère de personne à personne. Isabelle et Gérard, merci beaucoup pour votre temps. Et merci d'être là pour le théâtral.